Salut et bienvenue sur ce podcast qui aide les hommes gays et queer à s'épanouir sexuellement. Moi, c'est Guillaume, votre hôte. Je suis gay, j'ai 37 ans et longtemps bloqué sexuellement. Alors j'ai lancé ce podcast comme un guide pour me débloquer. Je t'explique. Chacun des témoignages ou interviews d'experts que tu peux entendre ici va t'aider à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et à choper des conseils pratiques et simples à mettre en place. Ça marche pour moi et j'espère vraiment que ça va t'aider. Une dernière chose, va dans le descriptif de cet épisode pour trouver le lien du Discord pour discuter entre auditeurs, mon Instagram pour voir ma tête et suivre les coulisses du podcast et le lien pour faire un don. Car oui, ce podcast est 100% dépendant du soutien des auditeurs. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Vous écoutez la deuxième partie de ce témoignage. Pour retrouver la première partie, c'est l'épisode précédent. Facile. Ça me donne envie de te raconter une anecdote. Ouais. J'ai hérité aussi d'un tabou et je trouve ça vachement intéressant de te raconter. Moi, ma famille, elle n'est pas homophobe. Il y avait peut-être eu une ou deux insultes d'enfants, ça a glissé, on est frères et sœurs et tout, c'était... Mais en vrai, c'était le silence, qui en fait est une violence extraordinaire. Et ce silence hérité, depuis un an, je creuse du coup, en posant tout un tas de questions à ma famille sur, suis-je le premier homosexuel de la famille ? La réponse c'est non. Le frère de mon grand-père était homosexuel. Et pour la première fois, l'année dernière, je sors du silence, et c'est ça que je trouve vachement intéressant. J'ai posé une question toute bête à mon oncle, mais tu peux me raconter Et la question toute bête, c'était, mais il avait un amoureux ou... Et là, mon oncle répond immédiatement, mais sans hésitation, bah oui, pendant plusieurs années, il s'appelait Michel. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est comme la puissance du silence qu'on ingère et qui fait que moi, je pose pas de questions, et la facilité, toutes les informations ensuite. Donc, du coup, j'ai lancé une grande enquête et j'ai découvert plein de trucs. Et en fait, je suis allé à la rencontre du tabou et du silence homophobe, parce qu'en fait, ils étaient mal à l'aise, c'était un autre temps, nanani, nanana. Mais en fait, c'est profondément impactant pour moi. Donc je comprends pourquoi je me suis tue, et je comprends aussi que comment tu veux grandir quand tu as zéro référence et zéro mot, MOTS, sur cette part gigantesque de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ce que je trouve... Et après, du coup, excuse-moi, mais je te dis un dernier truc. Après, tu me dis si tu veux qu'on aille plus dans le détail de cette histoire du grand-oncle, qui est disponible sur mes autres podcasts. Non, c'est une blague. Non, c'est pas vrai. J'ai pas encore réussi à la raconter et tout. J'aimerais trop, mais j'ai pas encore réussi. C'est que un secret de famille, c'est que ce grand-oncle, pour la petite anecdote, moi, la famille du côté de mon père, très grande famille, plein de frères et sœurs, et une grande majorité a vécu dans le même immeuble, à Paris, depuis les années 30. Donc ce grand-oncle, c'était pas genre, ah ouais, de loin, on sait pas, il vivait au 5e. Ok ? Donc c'est pas un silence en mode genre, ah oui, il y a l'oncle, non, il a disparu et tout. Ils vivaient ensemble d'un étage à l'autre. Et cet amoureux secret, il a été vu dans l'immeuble plusieurs fois. Mon grand-oncle l'a invité. Ok. Mais quand j'ai commencé à poser des questions, aucune info. Donc je suis en train de chercher cet homme. Je n'ai jamais, et puis mes oncles étant, invisibilisation totale de l'amour homosexuel. Et en fait, c'est ultra puissant pour les descendants. Pour moi, de me dire, oui, en fait, ce qui est en train de se passer là, ce silence-là, voilà le coup. Parce que je ne sais pas si là, j'arrive à exprimer, est-ce que c'est que conceptuel ou est-ce que j'arrive à bien vous exprimer, les auditeurs tristes, et à toi, Louis, genre la puissance de ce silence où en fait, moi, ça m'impacte profondément. Parce qu'en vrai, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on a à foutre des... Bah non, en fait. Parce que pourquoi on m'avait caché l'amour homosexuel et pourquoi on me faisait croire quelque part, ou je me faisais croire que j'étais le premier. Quelque part, ce que tu... Attends, parce qu'en fait, c'est pas ce que je voulais dire. Non, excuse-moi. Vas-y. Et en fait, ce grand-oncle, il est pas mort de n'importe quelle mort, comme on m'avait dit. Il est mort
d'IST, de MST, d'infection sexuellement transmissible. On revient au début de cet entretien, je te dis que je suis paniqué pendant plein d'années, je suis hypocondriaque, et genre, ben, ouais, en fait, enfin genre, là, avec ce silence, de qu'il est mort de 2 hépatites en 1989. Moi, il est mort, j'avais 3 ans, j'ai jamais connu, il s'appelait René, j'ai jamais connu, tu vois. En 1989, du coup, je parle à mes oncles et tantes, je suis bon, bah les gars, il est mort du sida, quoi. Du coup, là, on est dans les moments où on met des mots, bon, ils savent pas trop, et il y a pas mal de médecins, enfin, il y a plusieurs médecins dans la famille qui disent, bah, ça m'étonnerait quand même que je me rappelle de 2 hépatites, mais pas du VIH. Et là, j'ai demandé, bah, peut-être homophobie, peut-être question. Et en fait, non, parce que les médecins de la Salpêtrière, hôpital à Paris, quand ils ont dit, bon, bah, il a une double hépatite, ils ont tout de suite parlé d'homosexualité. Et en fait, ce grand-oncle n'était pas out. Il n'avait pas dit son homosexualité, me disent-ils. Il avait amené un copain dans l'immeuble. Hein. Donc, en fait, on s'y perd dans cette histoire. Tu sais pas trop ce qui s'est passé. Mais imagine un monde où moi, je grandis, où en fait, tout le monde aimait René. Hein. Et c'est des gens très intelligents dans ma famille, dans le sens même émotionnellement et tout. C'est vraiment des belles personnes, quoi. Imagine un monde où ils sont là. Attends, il est mort super jeune, d'IST. Genre, bah, du coup, faut qu'on enfin, de fait, on est informé parce qu'on est touché par ça. Et du coup, le suivant qui fait son coming out, ben, comment on l'équipe. Enfin, je te dis pas qu'on est tous à réfléchir à comment. Mais tu vois enfin, genre, naturellement, il y a une histoire qui se transmet. Et du coup, pourquoi René n'a jamais rien dit? Pourquoi il s'est pas protégé? Tu vois, moi, quand je pose des questions aux homosexuels vieux de Paris, je suis là, mais dans les années 80, tu portais pas de capote. Enfin, tu savais des hépatites. J'enquête où je me dis, mais je comprends pas. Il a décidé de mourir? Ou bien, tu vois, c'était quoi son deal et tout? Et moi, ça me frappe d'être né dans le silence. Enfin, d'être né homosexuel dans le silence. Et je crois que j'ai envie de partager ça. C'était très long, excuse-moi. Reprends ton entretien. Alors, c'est peut-être de la psychanalyse de comptoir, mais quelque part, c'est un peu le silence originel, quoi. Tu disais que tu fais le podcast pour sortir du tabou, et puis en fait, tu te rends compte, après avoir lancé le podcast, que dès ta naissance, il y a eu cet énorme silence autour de l'homosexualité et autour de la vie sexuelle d'une personne quand même très proche dans la famille, tu l'as perçu. Le silence, il peut être assourdissant, et on se construit par rapport à ça. C'est sûr que j'ai senti et que j'ai internalisé. Et pourquoi, pour moi, c'est pas un hors-sujet, je suis un peu inquiet d'être en hors-sujet de ton interview, c'est que c'est aussi pour ça que je fais le podcast. C'est qu'en fait, moi, quand je disais ma fleur, elle s'ouvre, qui est d'ailleurs une métaphore assez neuneux, dont je suis pas très fan, mais tu vois, c'est aussi mettre tous ces mots m'a donné le courage et la puissance de parler à mes oncles et tantes, mon père, ma mère et mes frères et sœurs, tu vois. En plus, ça me renvoie aussi, parce qu'il y a du coup ton cheminement personnel là-dessus, mais ça me renvoie à des retours d'auditeurs que j'ai pu voir qui disent si j'avais eu ce podcast il y a 10 ans, il y a 20 ans, le temps que j'aurais gagné, quoi. Ouais. Et c'est ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est sans avoir une vocation en soi militante, tu te dis quand même ça contribue qu'un podcast comme ça existe, et on lui souhaite d'être écouté le plus largement possible. Ça contribue à construire un monde où le petit Guillaume qui naît aujourd'hui, il grandit pas dans ce silence-là. Ouais. Et il risque pas du coup d'en subir les extensions, d'en subir les reproductions, les schémas qui se reproduisent. Et puis un monde où une sexualité coincée, interdite, empêchée, c'est tout un intime qui a du mal à marcher, tu vois. Je dis pas qu'on est que des êtres sexuels, mais moi je pense que du coup, tu vois, quand t'as un pilier qui est branque-ballant ou qui pourrit, c'est tout ton rapport à toi, ton corps, à l'autre, aux autres. Et je reviens, tu vois, à mon exemple de les personnes qui, quand elles draguent, sont ultra lourdes, les personnes qui comprennent pas ce que c'est le consentement, les personnes qui sont violentes. Je crois que c'est des piliers qui ont pourri. C'est clair. Et je pense qu'en fait, après, tu rajoutes... grâce à ces piliers forts d'intime, c'est ta vie publique. C'est l'artiste, l'entrepreneur, la caissière, le bibliothécaire,
t'es un meilleur bibliothécaire. Tu sais ce que je veux dire? Je crois vraiment que ton métier, ton rapport à toi et aux autres est transformé et le petit sujet de la sexualité est plus grand. Et bien sûr, parce que quand un sujet aussi central, t'es habitué à le taire, quelque part tu te construis en ayant l'habitude de te taire tout court et ça contamine le reste. Et ça crée plein de problèmes. Mais c'est pour ça que je suis très sensible aussi quand tu dis finalement, moi, le sujet, c'est pas MeToo, j'ai envie d'être déjà après le monde post-MeToo, où pour moi je l'entends aussi comme le monde où on n'aura plus ce mal nécessaire, hein, mais de parler de sexualité beaucoup à travers le prisme des problèmes, des violences, des souffrances, et qu'on puisse enfin commencer à en parler, ce qui est le cas aussi dans ces témoignages, sur ton podcast, à dire quand c'est bien, et qu'est-ce qui fait que c'est bien. En fait, ça tout bêtement, étrangement, on en parle assez peu. Et ça, c'est quand même hyper enthousiasmant quand tu entends ça, et je dis bien quand c'est bien et comment c'est bien, c'est-à-dire pas quand c'est la performance. Quand ça me fait du bien, on revient à cette notion de bien-être et tout. Donc ça, moi, j'ai envie que ça nous amène peut-être à la suite de la discussion. Donc ça, je pense qu'on a pas mal vu tous les pourquoi. Maintenant, ça va faire 2 ans que tu enregistres ce podcast, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu sais dire l'impact qu'a ce podcast depuis que tu l'as lancé? À la fois, tu l'as déjà un peu évoqué pour toi, mais à quel point ça t'a fait évoluer, et est-ce que tu as suffisamment de retours, encore une fois, soit des auditeurs, soit des personnes qui sont venues, est-ce que ça leur a apporté quelque chose et quoi? Hier, t'as un auditeur qui m'a dit « Ah, c'est génial, après chaque épisode, ça crée des conversations avec mon mari. » Et c'est marrant, je sais pas pourquoi, c'est parmi beaucoup de témoignages, le fait que des couples, donc là par exemple c'est 2 hommes qui sont en couple exclusif, c'est-à-dire qu'ils ont des rapports sexuels entre eux, enfin ce qu'on connaît qui est plutôt... Et je sais pas, hier en tout cas j'étais là, mais c'est génial. Et du coup il y a beaucoup de retours de personnes plus âgées qui disent si j'avais eu ça, ce que tu as dit tout à l'heure, si j'avais eu ça il y a 10-20 ans. Et il y a beaucoup de retours de personnes en souffrance qui disent, en souffrance et isolées, qui disent moi en fait j'ai pas de potes gays avec qui partager ça. Et puis j'ai pas envie d'en parler, quoi. Enfin, c'est trop super dur d'en parler. Et du coup, ils trouvent là-dedans, dans le podcast, un espace d'échange. Après, l'impact sur moi, je viens de le raconter en entier, quoi. Parce que moi-même, ça bouge. En fait, ça transforme ma famille. Et avec plein d'impacts positifs tu vois, de toutes mes recherches, de toutes les discussions intimes que je débloque. Il y a du rejet, il y a de l'incompréhension, il y a de la violence. Quand même, ouais. Quand même. Il y en a. Dans ta famille, tu veux dire? Ouais, uniquement des personnes de la génération précédente. Mais principalement, et je retiens, genre, j'ai vraiment de la chance. Parce que mon papa, tu vois, il m'a dit, j'ai compris. Bon, tu connais pas mon papa du coup, mais tu vois, il était là. Ben bien sûr, t'as été harcelé. Oui, ça y est, j'ai compris. Enfin, c'est marrant. Il a dit j'ai compris et j'entendais ça y est, j'ai compris. Et je voyais à son visage qu'il avait fait le taf d'empathie. Il était venu à cet endroit-là parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'invitent à questionner. Oh, c'était un autre temps. Et je suis là. Mais en fait, genre, je suis en train de te raconter un truc. Pourquoi tu essaies de le diminuer? Viens avec... Enfin, c'est très dur, hein. Mais, et mon père, tu vois, qui a été... qui, tu vois, est pour moi l'incarnation de l'élite. C'est un homme, chef d'entreprise, blanc, riche. Il a fait Polytechnique. Son père a fait Polytechnique. Désolé pour les secs, mais... qui a vraiment du pouvoir. Et pour qui les cartes
il a fait le grand chelem, quoi, je pense. Ça veut pas dire qu'il a pas eu de défis, ça veut pas dire qu'il a pas eu d'obstacles, c'est pas ça que je veux dire. Mais parmi, tu vois, tous ceux qui pouvaient comprendre, je me suis dit, lui, ça va être un peu chaud. Et ben non. Et non, et c'était ultra puissant. Et après, il m'a dit, papa, il retient rien. Je sais pas s'il va me détester que je dis ça, mais genre, franchement, genre, je posais des questions, j'ai souvenirs et tout, c'est mort. Et on a déjeuné ensemble et il m'a dit, je me souviens ce que je t'ai dit à ton coming out. Et j'aurais pas dû dire ça. Et moi, j'étais, mais franchement, ça. Et papa, il m'avait dit, la seule chose qu'il m'avait dit, c'est ça sera plus dur pour toi. Et il m'avait reconnecté à René. Il m'avait dit, oui, bah, tu te souviens, René? Non, je me souviens pas, puisque c'est le silence. Et parce que je suis moi-même et que je pense que m'avoir en fils, c'est quand même pas facile tous les jours. Mais je lui ai dit, papa, si c'était plus dur pour moi, pourquoi on n'en a jamais reparlé? Pourquoi on en reparle alors que j'ai 37 ans? J'ai fait mon coming out à 19 ans. Du coup, si c'était plus dur pour moi, pourquoi on n'en a jamais reparlé? Je te dis pas qu'il fallait que tu vives ma vie à ma place, mais... Et il m'a dit, je sais pas. Mais après, j'ai changé de sujet en disant, on va pas non plus... Mais du coup, c'était beau, c'était puissant, et je pense que quand ce couple hier écoute le podcast ensemble, l'impact, c'est quand tu mets des mots, après on peut discuter, tu vois. Après, on peut discuter avec soi. Après, on peut se rassurer, être pas d'accord. Je pense que ça serait ma réponse sur l'impact du podcast. Du coup, c'est intéressant parce qu'on continue d'être sur ce déploiement de la parole. Tu vois, on part de tu sors la parole intime du lieu où elle est cloisonnée, tu la mets au micro, tu noues un dialogue. D'abord, c'est quand même plus de place au seul témoin. Au fur et à mesure, t'interviens de plus en plus. En plus, quand on écoute dans l'ordre chronologique, on suit ta démarche, que tu l'expliques, elle aussi tu la verbalises, donc c'est hyper intéressant. Et là, j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer au bout de 2 ans, parce que le Discord, la communauté en ligne dont tu parlais, si je ne dis pas de bêtises, tu ne l'as lancé qu'en juin dernier, c'est récent encore. Mais je crois qu'il y a déjà pas mal de monde, plus de 100 personnes. Là, le dialogue continue, se déploie, sort du seul cas de ton podcast. Tu te rends compte, toi, dans les retours que tu as, qu'il y a plein d'auditeurs qui, à leur tour, parlent entre eux, que chaque auditeur va en parler en dehors. Il y a une sorte de polyphonie. On va continuer sur l'image qui s'installe. Et toujours rester sur cette image, ça veut dire que ton propos rencontre de plus en plus d'écho. Et je trouve que c'est très cohérent, quoi. C'est le point de départ de la démarche, là, il continue de s'ouvrir, quoi. Ça a été un vrai défi. Et je pense que cet entretien, c'est un tournant pour moi. Là, ce dernier mois, je me suis dit, non mais là, il faut que tu te prennes au sérieux. J'ai envie de me prendre au sérieux. Et j'ai dire quoi par rapport à avant, la différence? Du coup, d'incarner et de prendre la responsabilité de ce que je suis en train de faire. Concrètement, la semaine dernière, je me suis réveillé d'un cauchemar. Et le cauchemar, c'était... J'étais dans un espace public. J'arrive pas à comprendre où j'étais. J'étais dans un espace public et les gens me disaient tu parles de sexe tout le temps, t'es obsédé, quoi. Et moi, je me suis réveillé en mode voilà, quoi. Moi, je suis le mec qui parle. Du coup, ça y est, t'es estampillé. Je suis entre travailleur du sexe et acteur porno. C'est vraiment pas des métiers célébrés. Et du coup, je vais pas être aimé des gens, quoi. Parce que du coup, moi, je suis l'obsédé qui parle de sexe. Et en fait, ça paraît bizarre et tout. Je sais pas si les gens peuvent me croire, mais moi, au début, je suis pas écouté. Donc en fait, moi, je fais mes témoignages, je suis dans ma démarche intime. Et c'est chouette de rencontrer des gens, ça les aide et tout. Mais en fait, ça marche pas, quoi. Et maintenant que ça marche, il a fallu se dire, OK, donc en fait, t'as une responsabilité et t'es un personnage public et t'assumes. Et du coup, si t'assumes, quand Louis te propose d'en parler dans la newsletter de l'ESSEC,
tu dis oui, et puis même tu vas aller me chercher d'autres journalistes. Tu vois, comme j'ai une voix bienveillante avec moi-même. Non, mais tu vois, du coup, je suis en train de démarcher des journalistes et je suis en train de dire, ok, en fait, il y a un vrai projet et moi, je le porte. À ce propos, j'en profite, on va faire de la retape. On va faire une petite relance à l'ESSEC, allez, je vais pas dire son nom. Repreneur de Tétu, rien que ça. Ouais. Qu'on aimerait beaucoup qu'il parle de ton podcast. C'est vrai. Donc s'il nous écoute aujourd'hui... Il y a un alumni ESSEC qui a repris Tétu. C'est quand même pas la moindre des entrées. Mais ouais. Donc si cet alumni ESSEC est intéressé par le podcast et nous écoute, qu'il te contacte ou qu'il me demande ton contact. Voilà, parenthèse pour la retape. Moi, j'espère que je n'ai pas cassé ton flow. Non, pas du tout, mais je te remercie. Mais il y a un vrai enjeu à porter cette parole. Et en fait, ça nécessite... et je crois que c'est sur la même lignée que le coming out. C'est sur la même lignée que ce moment vertigineux où je vais voir la personne que j'aime ou la personne avec qui j'ai envie d'avoir un rapport sexuel et que j'ose lui dire « j'ai envie que tu me fasses ça, j'ai envie de te faire ça ». Tu vois ce que je veux dire, la puissance. Et moi, je trouve ça vertigineux encore aujourd'hui, hein, parce que moi, je le fais au micro, mais dans mon intime, d'arriver à verbaliser mon désir est vertigineux. Et c'est ce même vertige, tu vois, le moment où le podcast se développe, tu vois, de rester aligné. Ok, pourquoi je le fais, comment je le fais, et on y va. Alors c'est vrai que, ceci étant, sur ce point en particulier, c'est quand même, il y a quand même un endroit différent pour toi par rapport à tout ce que tu fais témoigner, c'est que toi, t'es pas anonyme. Mais ça m'amène à une question que tu m'avais posée et que je trouve vachement intéressante, c'est de dire, bon, et que des gens me disent, ouais, mais en fait, j'ai pas envie de partager mon intime. Mon intime, c'est à moi. Et moi, je dis oui. En fait, dans ce nouveau chapitre où je me prends en sérieux et que je suis un personnage public, c'est très... Mais tu vois, entre guillemets, en fait, je fais bien la différence entre le silence que je choisis et le silence qui cache et qui casse. Donc moi, je dirais que 80% de ma vie sexuelle, je ne la raconte pas au podcast. Je suis pas prêt. C'est mon jardin intime. J'ai pas envie de la partager. Et ça, on kiffe. Moi, je suis pas du tout pour un monde où on est obligé, la transparence obligatoire. C'est pas du tout ça mon délire. Et d'ailleurs, j'invite pas du tout mes témoignages, les invités. On fait un pré-entretien et ils choisissent les petits morceaux d'intime qu'ils décident de verbaliser parce que c'est puissant. Mais il y a tout un tas de trucs qui me disent hors micro, qui est de leur jardin intime, qui me partagent, mais tu vois, et c'est très différent et très important de souligner les deux, parce que souvent c'est une attaque faite à parlons plus de sexualité, c'est la fin de l'intime, tout doit être dévoilé, tout doit se dire. Mais non, c'est pas ça. Est-ce que le silence cache et casse, ou est-ce que le silence prend soin, tu vois? C'est une critique que tu as reçue de ce que tu disais à l'instant, ce monde où on dit tout, on ne cache plus rien, cette injonction à la transparence. Est-ce que tu as été accusé de voyeurisme par certains ou pas du tout? Oui, ouais, bien sûr. Alors moi, c'est une petite voix dans ma tête aussi, hein, donc il y a moyen que... Enfin, tu vois, c'est rare que les gens m'alpaguent sur les réseaux ou par email, c'est rare en fait. Ce qui est déjà, je trouve, le signe que tu fais bien le job. De toute façon, je le trouve personnellement, mais moi, ça le confirme parce que sur les réseaux, on se fait alpaguer, quoi. Et particulièrement quand on fait pas les choses bien. Ah ouais. Donc je pense qu'à partir du moment où tu rends ton travail visible, tu pourrais être facilement attaqué par des personnes malveillantes là-dessus. S'ils le font pas, c'est que c'est pas très attaquable. Moi, c'est mon avis personnel. Ouais, non, je pense pas du tout. Je pense que je suis pas très gros. Ouais. Et que en fait, je crois que dans la responsabilité que je prends aujourd'hui, c'est que il y a une double responsabilité. La première, c'est je prends soin de moi et je prends soin des invités. Donc voilà, je fais attention. Est-ce que tu gardes silencieux des parts de ton intime et c'est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Vraiment le consentement du témoignage. Parce que du coup, moi, je suis très mal à l'aise avec l'idée un peu journalistique de faire « Ah ouais ?» Et du coup, elle est morte. Des trucs un peu où tu vas chercher. Moi, j'ai pas du tout envie de ça. C'est pas du tout mon délire. Et puis, je me sens pas bien. Je sens que la personne n'est pas bien. Enfin,
Et donc, c'est premièrement. Deuxièmement, comment je prends soin de moi en tant que personne qui peut être attaquée, parce qu'en fait, je suis vraiment dans des sujets ultra polarisants. Parce que je pense qu'il faut que je sois responsable. Je crée du contenu et à tout moment, Internet m'a montré que ça peut exploser, tu vois, d'une façon... Et du coup, ça m'amène à un niveau de responsabilité. Moi, je travaille beaucoup à l'intuition, à l'instinct, à ce qui est vivant pour moi, un peu genre artiste, nana. Et je suis là, ouais, t'es sympa, mais en fait, t'as une responsabilité de discours, t'as des gens... Et tu vois ce que je veux dire? Et avant, j'étais là à poster mes épisodes en mode, non, mais en fait, je fais bien ce que je veux. Et là, aujourd'hui, je me dis, bah non, en fait, tu fais pas bien ce que tu veux. Et là, ça change quoi, du coup, dans ta pratique de ce podcast et dans ce que tu as envie d'en faire à l'avenir? Eh bien, il faut que j'ai envie d'être fort à l'endroit de mes réactions par rapport à l'intime. L'auditeur dont je parlais plus tôt, qui du coup dit, tu vois, je viens de sortir un épisode où je raconte de façon assez crûment des expériences sexuelles et j'explique. C'est l'épisode qui s'appelle Libération sexuelle, mes 5 premières fois. Je rigole parce que j'essaye de faire des titres qui sont pas putaclic comme on dit et à la fois qui donnent envie et je sais pas si j'ai bien trouvé l'équilibre sur celui-là, mais tu vois, c'est pour moi vachement un moment de coming out où je raconte et tu vois, dans ma tête je me dis, ah là là, mais si cette famille écoute et tout, ah là là, et puis famille? Quelle famille? Ma famille, pardon. Et puis nanana et attends, justement, il voit le titre, c'est ça, moi, a priori bon, franchement on est bien d'accord, mais en tout cas j'ai tout ça dans la tête et il m'attaque à cet endroit-là où je suis souvent attaqué et où en fait il y a d'autres auditeurs sur le Discord qui ont dit, mais j'ai l'impression d'entendre un hétéro, j'ai entendu ça 1000 fois, je suis là, c'est ça. Et j'ai répondu à chaud à son message et je suis pas sûr d'avoir bien fait. Ma réponse n'est pas du tout agressive, etc. Mais elle est très véhémente et elle laisse peu d'espace au dialogue. Et je recadre d'une façon qui laisse pas d'espace au dialogue. Et qu'est-ce qui change quand le projet me dépasse? C'est qu'en fait, j'ai envie de créer une maison où tout le monde est bienvenu. Et en fait, moi, quelqu'un qui dit ça, j'ai envie qu'il soit le bienvenu et qu'il se sente bienvenu. Parce qu'il dit qu'il a écouté presque tous les épisodes, donc il n'est pas là par hasard. Et j'ai trouvé que j'avais été blessé à un endroit où j'avais peut-être agi trop vite. Et donc j'ai besoin d'utiliser mon intime pour quand même me connecter intimement et profondément, et à la fois pas me laisser embarquer par mes émotions. Et à la fois me laisser aussi être authentiquement moi, quoi. Donc, au fond, j'ai l'impression que t'es en train de, comme tout à l'heure, je sais plus le terme que t'employais, mais là il y a peut-être une casquette supplémentaire qui s'ajoute avec le développement de ce Discord et plus largement de cette communauté. Je crois aussi, peut-être qu'on en reparlera, que tu te demandes si tu lancerais pas des événements en physique, entre guillemets, pour se rencontrer, parler en vrai entre auditeurs. Je crois d'ailleurs que tu avais testé quelque chose là-dessus en juin dernier, aller voir un groupe de parole dans un centre LGBT, des souvenirs, je sais pas ce que ça a donné. Genre, ils lançaient des cercles de parole. Cercles de parole, voilà. Est-ce que du coup, ça ne veut pas dire que tu rajoutes comme casquette celle d'animateur de communauté, où là, effectivement, on sort du contenu, on sort de la rencontre one-to-one, et effectivement, c'est une autre responsabilité, il y a plein de gens, et est-ce que c'est quelque chose... Bah ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, et moi je sais que je veux être entrepreneur, artiste, j'ai pas envie d'être thérapeute, donc j'ai pas du tout envie d'être thérapeute, quoi, et de lancer des cercles de parole où moi je suis thérapeute dedans, mais bien sûr il y a cet enjeu de multicasquette, et c'est ça que je trouve passionnant, c'est que du coup le projet évolue, ça, j'adore ça, et je crois que un des gros enjeux dans cette évolution, et je trouve ça assez intéressant de partager ce concept, moi j'ai des problèmes de surperformance, en gros je suis un gros angoissé de la vie et je travaille énormément pour
gagner ma valeur. Et moi, donc il y a un livre en anglais qui s'appelle The Velvet Rage. Il n'a pas été traduit. Et c'est un psy américain qui a conceptualisé l'idée que en grandissant différent, il y a des mécanismes de compensation en grandissant différent et gay. Et du coup, tu perds tout un tas de points trop efféminés, t'aimes pas le bon genre, et puis tu perds de la valeur sociale quoi, quand tu te fais insulter et tout. Et alors, si t'aimes être pénétré, là, tu tombes. Et il y a un vrai mécanisme que moi, je vois à l'œuvre dans mon entourage et chez moi, en moi, de compensation où du coup, moi je suis dans l'hyper-performance perpétuelle, quoi. C'est jamais assez bien, il en faut toujours plus. Et du coup, je m'éparpille, je m'épuise, et je suis dans des cycles de burn-out où du coup, je suis dans des cycles de burn-out, quoi. Bon, petit burn-out, ça fait longtemps que j'ai appris à gérer ça, mais en fait, c'est pas si déconnecté de l'enjeu que je découvre avec le podcast. C'est quand, du coup, grâce au podcast, j'ai lu ce livre et puis j'ai envie d'en faire quelque chose pour un épisode. Et je lis ce livre et je me dis, mais c'est moi, là, qui décrit. Et je me dis, et très souvent, tu vois, quand j'essaye d'arrêter de travailler, et je me dis, bah là, Guillaume, c'est le moment où tu changes ta vie. Il est 19h, tu t'arrêtes. Je n'ai pas d'enfant, et du coup, j'ai pas, en tout cas, je voulais dire, j'ai pas d'obligations qui font que bah, tu dois faire bouffer des gens, donc à 19h, tu t'arrêtes, ou tu dois faire les bains et tout. Et c'est compliqué pour moi d'arrêter, ouais. Et c'est compliqué parce que j'ai puisé énormément de valeur dans cette performance. Et le moment où papa me dit ce qu'il m'a dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, et le moment où mon entourage et les gens qui m'aiment sont empathiques et me disent j'ai pigé, et me célèbrent pour qui je suis et non ce que je fais, ben moi c'est une différence gigantesque. Je fais un pont et tout, et ça apparaît un peu genre ah bon, mais c'est quoi le rapport? Mais moi j'ai senti un truc profond, parce que aussi je viens d'une famille de performance, d'élite, de grandes écoles, avec des gens qui ont fait des carrières brillantes. Et moi, mes parents, papa et maman, ont bossé et adorent bosser. Et ils ont élevé 3 enfants, plus ils ont eu 1000 boulots. C'est plus maman qui est, faut être quand même honnête, je pense, qui a eu 8 boulots à la fois. Mais ils nous ont donné vraiment une culture de... et puis, c'est des perfectionnistes. Et puis, c'est aussi jamais assez, quoi. Ils m'ont transmis ça. Et c'est vrai que bah, quand je raconte ma vie à papa, comme je peux pas lui raconter le côté gay, non pas que j'ai envie de parler de sexualité avec mon père, mais il y a du coup, depuis notre conversation, tout un univers que je peux lui raconter, de films, de documentaires, de recherches, tu vois, mes recherches autour du podcast. Bah, du coup, je lui racontais ce que je gagnais comme prix, ce que je gagnais comme argent, comment je développais des trucs et des machins. Tu vois, j'étais dans la performance comme un langage commun pour être aimé. Et ça, c'est profondément à l'endroit de l'identité, de mon cheminement d'homosexuel. J'en suis persuadé. D'accord. Mais du coup, je ne fais pas le lien avec ce dont on partait, qui était... Pour la suite, voilà, pour la suite, du coup, il faut que je sorte d'animateur de communauté. Faut que je sorte de cet automatisme de surperformance et de burn-out. C'est une entrave à de ouf. l'évolution. Non, mais mon projet, il pourra pas tenir, hein, sur la distance. Ça sera pas possible. En fait, l'hyperperformance fait que je sais pas bien me régénérer, je sais pas me détendre. Enfin, c'est vraiment compliqué pour moi. Et en fait, du coup, si tu utilises ta batterie sans recharger, en fait, à un moment donné, ton téléphone, il s'éteint. Et toi, t'es là, non, ne t'éteins pas. Et ton téléphone, il s'éteint. Et alors, en imaginant et en te souhaitant que tu arrives à trouver un fonctionnement qui soit plus sain pour toi, idéalement, avec ce podcast, tu as envie d'arriver à quoi, en plus de ce qu'il est déjà aujourd'hui? Moi, j'ai envie de créer et de m'épanouir. Et en fait, c'est pour ça, et c'est tout un chemin d'ego, d'assumer,
que en fait, tu sais, il y a cette question, je trouve qu'il y a d'autres gens qui auraient pu répondre, aider plein de gens. Et moi, je suis là, la vie m'a appris que tu peux pas aider les gens sans leur consentement, que c'est une métrique. Alors, pour les gens comme moi qui adorent la performance, les métriques, c'est ma passion. Je suis désolé, j'ai zéro impact, je n'ai zéro contrôle sur est-ce que ça aide ou pas les gens. Enfin, tu sais ce que je veux dire, c'est pas une métrique sur laquelle j'ai un impact direct. Et du coup, assumer. Moi, mon enjeu, c'est assumer. Donc, dans ma réponse, et donc où est-ce que je veux mener ce projet ? Je veux mener ce projet aussi loin possible, en créant des moments puissants. Moi, franchement, ce témoignage d'Aymen, il m'a retourné positivement. Cette personne est d'une puissance, d'un courage, et à la fois il n'a pas eu le choix, c'est de la survie. Et après, ça se termine mieux, même si c'est encore très compliqué, et ça retentit, c'est vraiment un moment puissant. Il y a plein d'autres moments puissants, dérangeants, donc moi j'ai envie de continuer à créer des moments qui font réfléchir, qui me font réfléchir, et qui prennent soin. J'ai vraiment envie que ça soit des moments où tu ressortes quand même. Il y a certains épisodes où je pense que ça marche pas bien, oui. mais où j'ai pas réussi, tu vois. J'ai pas réussi, mais il y a d'autres où j'ai vraiment réussi, donc j'ai envie de continuer ça. Et moi, que ça me fasse vibrer, parce que c'est ça qui aide. En fait, c'est je mets la bonne énergie dans ma locomotive et hop, j'embarque d'autres gens. Donc en fait, dès que je me mets dans les wagons et que j'arrête de conduire la locomotive et de foutre l'énergie, je prends soin du wagon, mais le train s'arrête. Et tu parlais également des cercles de parole tout à l'heure. Donc ça, ce serait quoi ? Moi, mon rêve, mais ça fait plusieurs mois que j'en parle et je sais pas si je vais y arriver et tout, mais mon rêve, c'est que petit à petit la communauté grossit et que en fait tous ces personnes-là sont délicieux. Non mais j'idéalise, je les connais pas tous, mais genre je trouve que quand même il y a plein de gens géniaux là-dedans, à leur façon, de partout. C'est que francophone, mais et je rêverais que des gens disent moi j'ai envie de créer des nouveaux trains avec des nouvelles locomotives, et notamment que des gens m'aident à porter et même à conduire de façon auto-gérer des cercles de parole. Moi, j'ai pas l'espace ni l'envie de créer quelque chose moi tout seul et après de devoir. J'ai envie que ça s'essaime d'une façon tu vois, horizontale. Et ouais, moi, mon rêve, ça serait d'éditer un guide où en fait, moi, je teste et je mets à jour avec d'autres gens un modèle de cercle de parole où t'as pas besoin d'avoir fait d'études particulière, t'as pas besoin d'être une personne qui prend la parole en public devant 50 personnes, t'as besoin de 7 personnes, 6 ou 7, 6 ou 8, un appartement ou une bibliothèque ou un lieu public dehors dans un parc, on fait un cercle, peut-être t'as acheté de l'eau pétillante, j'adore l'eau pétillante, et en fait t'as un petit modèle que tout le monde a lu, qui donne des règles où ça respire, et un chemin qui fait que personne ne joue le thérapeute et la parole se libère et on minimise, on fait de cet espace un espace sécurisant. Et moi, mon rêve, c'est qu'en fait, pouf, 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 ça s'essaime de façon complètement incontrôlable et complètement déconnecté de moi et du podcast. D'accord. Et en fait, pouf, il y a plein de fleurs qui éclosent, clac, 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 bam, bam, bam. Et il y a très peu d'agressions et de problèmes. Genre, il y a très peu de cercles où, en fait, t'es là, non, en fait. Mais ça, c'est le problème, tu peux pas contrôler les gens. Mais d'ailleurs, parce que là, finalement, tu décris quelque chose d'idéalement très organique et très collectif, d'intelligence collective. Et s'il y a des gens qui sont inspirés par ce que je viens de dire, je l'ai dit dans un tel détail, pour justement, je mettrai dans le descriptif de l'épisode mon email qui est guillaumefetdespodcasts@gmail.com. Écrivez-moi. C'est ça. Et justement, en ce moment, tu mènes aussi un sondage.
C'est vrai. Pareil que dont on trouve le lien sur ton site. Il sera peut-être fermé au moment où on publiera. Ce n'est pas clair encore dans ma tête. Est-ce que dans ce cas-là, on peut avoir un preview? Est-ce qu'il y a des... Ou il est trop tôt, hein, je me rends pas compte, t'as peut-être pas du tout dépioté, mais est-ce que tu invites tes auditeurs à donner des idées aussi ou exprimer leurs envies? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui t'intéressent, qui sont remontées dans ce que tu as déjà reçu? Ouais, plein de choses super intéressantes. En gros, je propose aux gens je pense que... Ah non, c'est faux, j'ai décidé de pas le fermer. Ah, c'était ça mon idée. C'est qu'en fait, tu peux sans cesse donner ton avis parce que les questions ne sont pas temporellement bloquées. Et du coup, j'avais envie de permettre aux gens de continuer à donner leur avis. Donc, descriptif de l'épisode, il y a le lien, bien sûr. Des idées d'épisodes, des idées d'événements, etc. Au final, non, j'ai pas encore analysé les résultats et donc non, je suis pas capable d'en parler. J'ai aussi envie d'être vigilant. Aujourd'hui, le podcast fait 15 à 20 000 écoutes par mois et j'ai 70 personnes qui ont répondu. J'ai aussi envie d'être vigilant parce que ce n'est du coup absolument pas représentatif. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes idées. Je pense que si j'ai deux têtes, je m'excuse, en fait, j'ai une réponse qui vient de m'apparaître. En fait, il y a eu 3 idées qui ont émergé du sondage. La première, c'est travailler cette question de la performance. En vrai, avoir plein de gens qui racontent comment leur intime sexuel plus épanoui, c'est moins de sexe, mais c'est un mieux sexe. Et je pense que j'ai expliqué dans le menu détail mon biais avec la performance et je pense que ça se ressent parfois dans le podcast parce que moi j'adore les aventures, parce que j'adore faire tout un tas de trucs et j'ai envie que des gens qui sont là, j'ai envie d'être caressés et après qu'on se chuchote dans l'oreille. Et en fait je me sens pas bienvenue dans ton podcast parce que j'ai l'impression de devoir hurler et en fait moi juste je chuchote. Et ça, j'ai envie de faire un travail là-dessus sur la sexualité. Donc le fait d'avoir découvert qu'il y a pas il y a de la joie à ne pas avoir de désir sexuel. Et j'ai envie de faire un travail sur ça. Deuxièmement, j'ai envie d'avoir des hommes de plus de 60 ans. Là, j'ai raconté l'histoire avec mon grand-oncle qui en fait me fait revisiter toutes les années SIDA et en fait j'essaie d'imaginer sa vie comme je ne sais rien de lui, j'ai trouvé ses journaux intimes mais il n'a rien écrit sur ça sauf un truc, mais il faut continuer à écouter mes podcasts, un jour ça sortira, mais là si je commence à te le raconter ça fera pas de sens, enfin en tout cas ça sera trop long, mais du coup j'ai envie, en fait tout ce que je t'ai raconté sur le grand-oncle me fait me rendre compte qu'en fait, j'ai des grands-oncles. En fait, les hommes et les femmes et les personnes qui me permettent aujourd'hui d'être l'homosexuel que je suis, en fait, ils ont œuvré et on n'a peut-être pas un lien de sang, mais on a un lien historique et on a un lien de fratrie, ou de communauté. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, moi, je prends en préventif une pilule qui fait que je ne peux pas avoir le VIH lors d'un rapport sexuel. Donc là, on parle de la PrEP. La PrEP, ça n'aurait pas été possible si énormément de personnes trans, gays et queer se sont pas battues avec les gouvernements, les laboratoires pharmaceutiques, au moment où tout le monde mourait du sida dans le silence et le dédain, tu vois, qui existait dans les années 80. Et tu vois, j'ai réussi là à croiser un homme de plus de 60 ans qui me raconte, qui me dit, Guillaume, chaque dimanche, j'allais à un enterrement et mon téléphone sonnait sans cesse de mes potes. Et il me disait, Guillaume, imagine tes potes là, gays ou queer, qui meurent petit à petit dans l'indifférence totale. Et moi, les années SIDA, c'est la première fois que je l'entends.
Et je me dis, ah, mais attends, mais c'est profondément lié. Ma capacité d'épanouissement aujourd'hui, peut-être le passé peut me donner des clés. Il y a des trucs là, il y a un truc, bon, ok. Donc des hommes de plus de 60 ans qui ont été soit impactés ou pas, hein. Mais vieillir gay, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant pour moi en tant qu'artiste journaliste, quoi. Parce que ça va m'arriver, on peut me l'espérer. Et du coup, on fait comment ? Enfin, c'est quoi le truc ? Il n'y a pas de schéma. Et puis moi, je vais être le premier vieux gay, hein. Non mais du coup j'ai tout à écrire, moi je suis preneur d'aller voir d'autres vieux gays en mode t'as fait comment, t'as des conseils et tout. La transidentité, donc les hommes trans, donc moi quelque part de dire à mes auditeurs et de me dire à moi sur le podcast Comment devenir sexuellement épanoui qui s'adresse aux hommes gays, bi, queer et autres, ben un homme peut avoir un vagin. J'aime bien ce petit mindfuck, ce petit un homme peut avoir un vagin, répète-le plusieurs fois Guillaume, tout va bien se passer. Et je suis là, bah ouais, un homme peut avoir un vagin. C'est-à-dire, si jamais on a gardé à ce moment-là de l'entretien, parce que ça fait quand même un bail qu'on parle, des gens qui sont pas dans l'endroit LGBT, queer, et qui comprennent ces terminologies, c'est l'idée que, en fait, mon pénis n'a aucun rapport avec mon genre. Et comment je le performe d'ailleurs. Donc c'est d'arriver à décorréler tout ça et de dire quel que soit ton corps et ce qu'il y a entre tes jambes, tu peux t'auto-déterminer du genre qui est bon pour toi, qui te rend la personne que tu es comme tu es chouette, comme tu as envie d'être, enfin je sais pas comment bien le dire. Et en plus, ce genre, peut-être que je te dis que je suis une femme, c'est vrai, et j'ai de la barbe. Et je le performe pas comme toi t'as envie, mais tout va continuer à bien se passer, quand même. Et d'ailleurs, je te demande rien d'autre que d'être un humain avec moi. D'ailleurs, je t'ai même pas demandé quoi que ce soit, donc tu peux aussi arrêter de m'embêter. Et du coup, ouais, je trouverais ça. Et j'y arrive pas. C'est intéressant, je pense, je peux dévoiler ça. J'ai eu un homme trans avec qui j'ai eu une discussion, un pré-entretien, et qui a annulé sa participation. Et je pense que son annulation dit beaucoup. Alors, j'ai pas ces termes exacts, mais il disait « Je me sens pas, en fait, d'être le premier, et je me sens pas dans un espace où suffisamment safe, tu vois. » Et ça, j'ai trouvé ça très puissant à recevoir, parce que j'étais là, putain, quel échec. Mais il a raison. Il a raison parce qu'en fait, moi, mon chemin, il a peu ou pas rencontré la transidentité. Et du coup, comme moi je suis un artiste journaliste, dans mon cœur, il n'y a pas eu ces endroits-là, et du coup, je sais pas bien en parler, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et je pense que ça s'entend de façon très insidieuse. Il y a du silence autour de la transidentité sur mon podcast, le même silence que je dénonce dans ma famille. Il y a du silence qui fait que j'ai jamais dit un truc transphobe, mais les gens ils se sentent pas accueillis, ils se sentent pas célébrés, et ils ont raison. Et je sais, et du coup, je vais devoir apprendre à faire, ou je sais pas. Où je vais devoir faire un choix éditorial en disant je sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de faire des choix sur le podcast parce que il faut. Parce que du coup, parce que je sens qu'il faut. Je sens qu'il y a un trou et je suis là, Guillaume, désolé, mais il y a un problème. Mais j'ai envie d'être dans le cœur. J'ai envie d'être, mais genre, ah ouais, non, mais j'ai grave compris pourquoi je suis en train de le faire. C'est génial. Et c'est très important. D'accord. Je t'invite du coup à me laisser aller aux toilettes. Très bien. Ça sera une conclusion parfaite. On se dit à tout de suite. À tout de suite. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous aimez les témoignages intimes comme celui que vous venez d'écouter, j'ai 2 autres podcasts qui pourraient bien vous plaire. Je vous les présente. Histoire de devenir moi. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens ordinaires me racontent un tournant déterminant pris dans leur vie. Ils racontent le déclic qui a tout changé et comment ils sont devenus un peu plus eux-mêmes.
Ma dernière séance de psychanalyse. Ça, c'est un podcast dans lequel des gens me racontent leur dernière séance sur le divan et comment la psychanalyse les a aidés ou pas. Et d'ailleurs, c'est avec ce podcast que j'ai gagné le prix du meilleur podcast de conversation en 2022. Alors pour écouter ces podcasts, vous pouvez tout simplement taper les titres dans la barre de recherche de votre plateforme d'écoute. Mais je vous mets aussi dans le descriptif de cet épisode les liens pour écouter ces podcasts et les liens de mes réseaux sociaux pour découvrir les coulisses de mon aventure de podcasteur et aussi la page de dons pour soutenir mon travail et mes podcasts. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours et vos réactions à guillaumefetdespodcasts@gmail.com ou sur mes réseaux sociaux. Ça me motive énormément de savoir que ces histoires naviguent et résonnent, ou pas d'ailleurs. Allez, merci pour votre écoute et à très bientôt dans vos oreilles.